Un Oscar au podcast parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Bonjour, nouvel épisode du podcast avec David Cormand. Aujourd'hui on va parler de Normandie, région natale de David. Bonjour David. Bonjour Cyril. Alors, la Normandie, elle a une image d'Épinal, c'est vertes prairies avec ses vaches, c'est littoral, mais bon, la réalité est parfois pas aussi bucolique, c'est aussi beaucoup d'industries qui sont prédatrices de l'environnement. On a appris le 3 octobre que EDF lançait la phase finale des tests de l'EPR. Si la SN, l'agence de sécurité nucléaire, les valide, ça signifie que début 2024, ils vont pouvoir charger le carburant. Et l'été 2024, on va pouvoir appuyer sur le bouton démarrer. Est-ce que ce n'est pas un risque de non-retour sur la construction des EPR et quid de la sortie du nucléaire avec un démarrage de l'EPR de Flamanville ? Alors c'est un vrai sujet qui est très important en Normandie, le nucléaire. Mais tu as bien fait d'insister sur ce double visage de la Normandie. D'ailleurs, maintenant, c'est la Normandie unifiée, mais pendant longtemps, il y a eu la basse et la haute Normandie. D'ailleurs, on n'avait jamais trop compris pourquoi, on l'a compris que trop bien, pourquoi il y avait cette division. Avec une haute Normandie, où il y a deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, pour les gens qui ne sont pas du coin. Et effectivement, notamment ce département de Seine-Maritime, qui est aussi l'axe Seine, où la Seine passe entre Paris et l'embouchure, qui est d'ailleurs en Normandie, en Seine-Maritime, Le Havre, en passant par Rouen. Et cette vallée de la Seine, c'est une puissance économique industrielle, avec la révolution industrielle, où il y a eu du textile, de la chimie, puis de la pétrochimie, puis du fossile. C'est une puissance économique. C'est la chanson avec les ports, port de Rouen et surtout le port du Havre. On pense à la chanson de Michael Youn, la puissance du port du Havre. Et puis une agriculture qui a aussi été dans ce sens-là, une agriculture très industrialisée. Puis il y a une Normandie, même en Seine-Maritime, il y a des endroits plus bucoliques, comme tu disais, plus ruraux, avec une activité plus rurale, dans l'Eure également, même si l'Eure, c'est un département qui est très proche de l'Île-de-France. Donc pour la partie est de l'Eure, il y a beaucoup d'interactions évidemment avec l'attractivité gravitationnelle de la région Île-de-France. Et puis il y a l'autre Normandie, moi qui suis de Seine-Maritime, qui est celle qu'on a à l'esprit avec le Calvados, l'Orne, la Manche, le Mont-Saint-Michel, énormément de littoraux, même s'il y en a aussi évidemment en Seine-Maritime, avec de l'activité agricole, même s'il y a de l'agro-industrie plus entre guillemets qualitative en termes d'élevage, mais en termes également de fromage, par exemple. Sur les 4 fromages AOC de Normandie, il y en a 3 qui sont dans basse Normandie, le Livaro, le Pont-l'Évêque et le Camembert, évidemment. Et c'est là qu'il y a les agneaux du pré-salé, etc. Donc il y a vraiment ces deux visages. Sur la question du nucléaire, alors, nous qui sommes écolos, évidemment, je vais y revenir, on a une analyse sur l'intérêt du nucléaire, mais il faut aussi entendre que pour les Normandes et les Normands, notamment en Seine-Maritime où il y a Penly et Palluel, et dans le Cotentin, dans le département de la Manche, où il y a Flamanville et le centre dit de retraitement et de recherche de La Hague, l'arrivée du nucléaire, ça a été perçu aussi comme un élément de modernité. On faisait entrer quelque part la Normandie, qui était une région perçue comme étant un peu mal jugée, maltraitée, comme quelque chose où on apportait une plus-value. Ça, c'est quelque chose qui existe dans la conscience collective d'une partie des Normands et des Normands, qui, d'une certaine façon, il faut respecter. Le problème, c'est que la réalité, c'est que cette surspécialisation de la Normandie, et notamment de la Seine-Maritime, sur l'énergie en général, et l'énergie nucléaire, on reviendra après sur le fossile, est aussi un handicap. Parce que cette surspécialisation a fait que, de mon point de vue, on n'a pas développé d'autres aspects d'une économie plus résiliente, plus endogène, plus en lien, y compris avec les savoir-faire, une histoire ancrée dans la géographie de ce territoire. C'est quelque chose qui a été projeté par une décision étatique, comme l'implantation des centrales nucléaires. Et je pense évidemment, il y a eu un apport factuel en termes d'emploi, en termes d'investissement, mais je pense que ça a aussi, c'est aussi un boulet, quelque part, à porter pour notre territoire. Et puis, tu l'as dit, il y a un moment critique qui va être potentiellement la validation, l'autorisation d'exploiter l'EPR de Flamanville. Alors, l'EPR, pour les gens qui nous regardent, c'est censé être les réacteurs de nouvelle génération, dits de nouvelle génération,
qui ont été lancés à la toute fin des années 90, début des années 2000, où la France, dans sa stratégie nucléaire, a considéré que pour se tourner vers l'avenir, il fallait des réacteurs beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt essentiel de l'EPR, dans ses concepteurs, c'était que c'est en gros la même technologie, j'insiste là-dessus, parce qu'on a beaucoup entendu que l'EPR, c'était une technologie particulièrement innovante, nouvelle, etc. Il n'y a pas de saut technologique entre l'EPR et les réacteurs de précédente génération. L'essentiel du nouveauté, c'est que c'est beaucoup plus gros. Or, cette augmentation de taille a posé beaucoup de problèmes techniques, technologiques, d'ingénierie, qui expliquent, on en reviendra peut-être, les innombrables malfaçons et retards qu'il y a eu sur ce réacteur EPR, type EPR, pas seulement en France, mais également en Finlande et également en Chine. L'objectif de cet EPR, quand il a été lancé, donc je ne sais plus, c'était 2005, 2006, enfin, dans ces années-là, il devait être mis en activité en 2012, si j'ai bonne mémoire, et le coût prévisionnel, c'était autour de 3,5 milliards, 4 milliards d'euros, bon, dans ces eaux-là. Aujourd'hui, bon, en fonction des chiffres, Cour des comptes, moi j'ai en tête le chiffre d'autour de 20 milliards d'euros, c'est peut-être 19,5, enfin c'est dans ces eaux-là, et il y a un dépassement, dans le cas où il démarrerait en 2024, de 12 années, ce qui est quand même pas rien, et d'ailleurs qui nous alerte sur la non-prévisibilité de ce programme nucléaire. Parce que souvent, les partisans du nucléaire avancent un argument qui peut s'entendre. Le nucléaire, c'est très prévisible. Vous avez un plan de lancement, c'est de la science, c'est du sûr, c'est du dur, et donc vous pouvez compter sur le nucléaire. En réalité, on voit avec l'EPR, encore une fois, pas celui uniquement de Normandie, mais d'autres EPR, là où on a tenté de les développer, qu'il y avait énormément d'imprévisibilité. Ça, c'est quand même un problème quand on veut avoir une stratégie, quoi qu'on pense par ailleurs du nucléaire, quand on veut avoir une stratégie industrielle, énergétique, fiable, sur du long terme, pour basculer d'un modèle essentiellement carbone à autre chose, c'est quand même un vrai handicap de ne pas avoir cette prévisibilité. Et puis, la lourdeur d'ingénierie, d'entretien, de construction, de fabrication, de développement, qui est quand même considérable, alors que, on y reviendra, il y a d'autres façons de produire de l'électricité, aujourd'hui bien plus simples, plus décentralisées, certes intermittentes, mais avec des solutions pour compenser cette, entre guillemets, intermittence, bref. Mais aujourd'hui, on en est là. Et donc oui, il y a les derniers essais pour voir si on peut pouvoir charger en uranium ce réacteur EPR de Flamanville, avec une décision qui doit venir de l'ASN. Vous connaissez peut-être, enfin ceux qui nous regardent ont peut-être en tête les pressions aujourd'hui qui s'exercent sur l'ASN avec le projet de fusion avec l'IRSN. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit dans comment dire, une disponibilité hyper sereine de prendre une décision qui va avoir un impact décisif. Et parce qu'elle va avoir un impact décisif, là où il y a une double pression, celle que j'ai évoquée, mais aussi celle des autorités. Au fond, je ne vois pas comment l'ASN peut répondre non à la question qui va lui être posée en clair. C'est un peu comme dans Le Parrain, on lui fait une offre qu'elle ne peut pas refuser. C'est-à-dire qu'en fait, dire non, c'est dire non aux annonces politiques qui ont déjà été faites, de lancer 6 nouveaux EPR, etc. C'est envoyer un message à l'international que la France est incapable de gérer sa filière nucléaire alors qu'elle fait un lobby, notamment ici à Bruxelles, délirant sur la relance de la filière nucléaire à la française. Le président de la République aime beaucoup le à la française. Il y a l'écologie à la française, donc il y a le nucléaire à la française, il y a la bagnole à la française, enfin tout à l'avenant. Donc là, il y a quand même une situation dans laquelle la question va se poser qui n'est pas optimum en termes de sécurité, en termes de sérénité pour prendre la décision en toute sécurité pour les Françaises et les Français, parce que, comme je l'ai dit, c'est une installation énorme, extrêmement lourde, donc les impacts sont colossaux. Il y a aussi la difficulté, peut-être on en parlera, de l'ensemble de la filière, parce que là on parle de la construction et de l'exploitation des réacteurs, mais la question ensuite des déchets, et c'est un sujet qui concerne aussi la Normandie, avec les piscines de La Hague qui sont en train de déborder avec des effets induits, mais peut-être on y reviendra. Donc oui, on a cette question-là, cette question nucléaire qui est extrêmement présente en Normandie et qui génère aussi des clivages politiques importants qu'il faut aussi réussir à, j'ai envie de dire, assumer tout en désamorçant. Moi, mon approche par rapport à ça, c'est que le nucléaire a correspondu à une volonté, un volontarisme politique à une époque en France, dans les années 70, qui a permis à la France de s'imposer
comme un leader mondial dans une technologie qui est extrêmement complexe. De mon point de vue, cette technologie aujourd'hui est obsolète puisque les promesses de progrès technologique sur le nucléaire avec l'histoire de ITER, etc., le recyclage, comme on parlait, des déchets qui permettraient de faire fonctionner sans fin à partir des mêmes matières premières, une centrale, etc. Toutes ces promesses-là se sont avérées non tenues. Donc je pense que c'est une technologie qui ne tient pas les promesses qu'on avait pu projeter dedans et qu'en revanche, on a des opportunités, notamment dans notre région, d'être particulièrement innovants, performant et dans le sens du progrès, avec d'autres manières de produire de l'énergie. Et donc moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut arrêter de s'intéresser à l'énergie en Normandie. Par contre, nous avons payé un lourd tribut à l'énergie des 30 glorieuses, enfin de la révolution industrielle, puis les 30 glorieuses, que sont les énergies fossiles et les énergies nucléaires, et qu'il est temps pour le bien des habitantes et de l'avenir économique et social et la vie dans notre région, de profiter de ce savoir-faire qui existe en matière énergétique pour s'orienter vers d'autres énergies. Alors, on ne peut pas parler du nucléaire sans parler du déchet. Tu as évoqué le fait qu'en Normandie, on n'avait pas que des centrales, on avait aussi des centres de traitement de déchets. D'ailleurs, c'est souvent l'une des raisons principales de l'opposition des gens au nucléaire, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. Et le centre de La Hague arrive à saturation. Donc, comme toujours, on demande de faire des extensions, mais ce qui est perturbant sur ce dossier-là, c'est d'une part qu'il arrive à saturation en 2030 et que EDF prévoit l'extension en 2034. Donc ils vont devoir bricoler des solutions pour gérer les déchets. Donc on ne trompe pas de la prévisibilité, une fois de plus, l'industrie du nucléaire s'est trompée. Mais que lorsque des sondages sont faits sur le terrain, c'est-à-dire sur les terres, sur le ruisseau des Landes qui passe à côté, il y a déjà des traces de produits radioactifs. Donc est-ce que le principal argument de l'opposition nucléaire, c'est de dire qu'on n'arrive pas à gérer les déchets, qu'ils soient à court terme, tout de suite, ou à long terme? Qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets? Sur la question du nucléaire, après, on peut avoir une sensibilité plus ou moins importante par rapport à ces enjeux. Les gens qui défendent le nucléaire disent oui, c'est vrai, il y a un problème de déchets. Ils disent oui, mais on aura un jour le savoir-faire technique pour transformer ce qui est présenté aujourd'hui comme déchets comme à nouveau de quoi un combustible pour faire fonctionner à nouveau et produire à nouveau plus tard. On ne sait pas le faire aujourd'hui, mais ils font ce pari-là. Il y a la question de dire ça commence à se faire, ça se fait en Allemagne, et il y a le projet de le faire en France, que pour les déchets faiblement radioactifs, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les infrastructures autour, pour les remettre dans le circuit de consommation, c'est-à-dire quand c'est du métal par exemple, le refondre, le mélanger à d'autres pour en refaire des biens de consommation, des objets, des voitures, que sais-je. Donc en fait c'est la stratégie de diluer un polluant, quelque chose de pollué, pour en réduire, pas artificiellement, mais pour réduire son émission problématique, etc., etc. Il y a Bure, peut-être qu'il faudra en reparler, etc. Moi, il y a une question philosophique fondamentale par rapport à ça, mais encore une fois, à laquelle on est plus ou moins sensible, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment une civilisation peut considérer que pour le confort prétendu, énergétique de 2, 3 ou 4 générations, parce que c'est ça, le nucléaire, il a commencé à produire en France de l'électricité au milieu des années 70, on est 50 ans après, on reprend pour 50 ans, mettons 4 générations, on génère des déchets qui, pour les plus dangereux d'entre eux, auront un impact sur 4000, 8000 générations. C'est 100 000, 200 000 ans, la durée de vie problématique des déchets nucléaires les plus dangereux. Donc ça, c'est une vraie question de civilisation, j'ai envie de dire. Au nom de quoi allons-nous imposer ça, pour notre confort à nous, pour les 5000, 8000 générations qui vont nous suivre? Les pyramides, ça a 5000, 6000 ans. Là, on parle de déchets qui vont rester 100 000, 200 000 ans. C'est sidérant quand on y pense. Et donc pour moi, il y a une question, éthique, morale, de dire, mais en fait, de quel droit imposons-nous ça aux générations futures? Et c'est d'ailleurs une interrogation philosophique récurrente chez les écologistes. C'est la formule nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est des formules comme ça, mais qui résument en partie la pensée écologique. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Notre mission fondamentale, c'est de transmettre quelque chose qui reste viable, une planète qui reste viable. Or, décider en conscience, en y mettant des moyens colossaux, de produire ces déchets qui ont une telle durée de vie et dont la mémoire de la présence va se perdre. Comment on peut affirmer que dans
10 000 ans, 15 000 ans, on se rappellera de ces déchets, etc., où ils sont... en fait, ça pose des questions philosophiques et donc politiques fondamentales. Et donc là, à plus court terme, il y a une forme là aussi d'inconséquence de la part d'une industrie qui prétend pourtant avoir la capacité de planifier, encore une fois, ils revendiquent eux-mêmes d'être des ingénieurs très formés, ils sont sûrs de leurs coûts, il y a une sorte d'arrogance d'ailleurs dans leur façon de poser les débats avec des arguments d'autorité, et ils ne sont pas capables d'anticiper ce que t'indiquais, le fait d'avoir un stockage transitoire de court terme pour, pas dans 100 000 ans, pas dans 5 000 ans, pas dans un siècle, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce qui me porte à croire que s'ils ne sont pas capables de penser la gestion des déchets à 6 ou 7 ou 8 ans, 15 ans, comment peuvent-ils prétendre qu'ils vont savoir les gérer et les stocker correctement pendant 100 000 ans, 200 000 ans? C'est sidérant. Et ça, c'est le projet de Bure, en France, dans l'Est, d'installer de façon irréversible des déchets en enfouissement profond, les plus dangereux, pour des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Donc là, c'est un angle... Est-ce que c'est l'argument fondamental, décisif? Je ne sais pas. Mais c'est un argument qui parfois est balayé d'un revers de main, ou dont on s'est lassé. Quelque part, c'est un argument qu'on entend moins, mais pourtant il est c'est vrai, fondamental, mais qu'on entend moins. Après, en plus de cet argument des déchets, pour moi, celui, en plus de tous les autres, mais il y a le risque aussi, c'est la question de la réactivité. En réalité, tous les chercheurs et les scientifiques disent que notre temps de réaction pour sauver ce qui est sauvable en matière de changement climatique, pour limiter autant que faire se peut le réchauffement climatique, c'est un temps de réaction de quelques années en réalité, 10, 15 ans. Bon. Quand on parle d'objectif de 50% 2030, 2030 c'est demain matin, on est en 2023. Quand on parle, là, l'Union européenne va en principe défendre l'objectif 90% en 2040. 2040, c'est pas demain, mais c'est après-demain. En fait, entre aujourd'hui et 2040, c'est 17 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour faire l'EPR. Or, dans 17 ans, il faudra qu'on ait baissé de 90%. Il ne faudra pas commencer à le faire. Et donc, la proposition technologique du nucléaire pour réduire dans les délais qui nous sont impartis de façon significative les émissions de gaz à effet de serre n'est pas opérant. En plus du fait que l'électricité, puisque le nucléaire produit de l'électricité, ce n'est pas la majorité de l'énergie qu'on consomme. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc, il y a moi quelque chose qui m'échappe dans cet entêtement qui est assez franco-français en réalité sur le nucléaire, dont je crains que notre région, la Normandie, mais comme d'autres qui sont concernés, soit au bout du compte victime. C'est qu'en fait, je crois que le nucléaire est un faux ami du développement de notre territoire et des territoires en général. Il apparaît, il a le vernis de la modernité, de la solution un peu, qui est un peu valorisante, parce que c'est présenté comme étant quelque chose de haut niveau technologique. En réalité, il y a beaucoup d'handicaps. Si je devais, pas être trop long, mais il y a un autre élément pour moi nouveau, en plus de celui que je viens de donner sur le temps de réaction, qui est que le nucléaire, pour qu'il fonctionne de façon sécurisée autant que faire se peut, il exige une chaîne de décision et de suivi extrêmement complexe, parce que c'est une technologie complexe. D'ailleurs, ses promoteurs le disent, l'admettent, c'est pas un procès d'intention de dire ça du nucléaire. Or, pour que ça se passe bien, il faut être certain qu'il évolue dans une société, dans un pays, où le niveau des services publics, des savoir-faire, du suivi d'ingénierie, de la transmission de l'information et des technologies pour assurer un suivi sécurisé de la chaîne de fonctionnement du nucléaire soit extrêmement fiable. Or, je pense, pareil sur la météo, il faut que ça soit assez fiable. Il ne faudrait pas que le trait de côte bouge de trop quand on installe des réacteurs en bord de mer. Tout comme si c'est en bord de rivière, alors en Normandie, c'est qu'en bord de mer. Mais quand c'est dans d'autres au bord de fleuve, il faut être à peu près sûr sur du long terme, 50 ans, 60 ans, du débit et de la température de l'eau. Or, on rentre dans une zone de turbulence à la fois écologique, environnementale et sociopolitique, qui fait que pour moi, personne ne peut assurer de façon certaine
comme ça pouvait être le cas au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une forme de stabilité en France qui était ce qu'elle était. Mais là, personne ne peut assurer que les équilibres géopolitiques, socio-économiques font qu'on peut être sûr de cette stabilité-là, en plus des facteurs environnementaux. Donc ça me paraît très hasardeux, attention aux liaisons dangereuses, très hasardeux de se lancer un peu tête baissée dans une affaire dont, quand on mesure les avantages-coûts, sont encore plus problématiques de mon point de vue que quand on a lancé le nucléaire en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles menaces qui, à l'époque, n'existaient pas. Donc, je pense que ça mérite, au-delà des postures, et les écologistes en ont aussi, moi je ne le nie pas, mais au-delà des postures, mais de tout le monde, se réinterroger de cette opportunité-là. Alors tu parles de nouvelles menaces, le nucléaire c'est pas la seule menace en matière de déchets. Avec le Grand Paris, on a vu se multiplier la création de nouvelles décharges pour récupérer les déchets du Grand Paris. Et puis on a aussi des sites spécialisés d'enfouissement de déchets dangereux, résidus d'incinérateurs, amiante, ce genre de choses. On a un site sur la métropole de Rouen en zone inondable, c'est toujours une bonne idée, qui arrive lui aussi à saturation en 2030. Visiblement c'est la mode. Alors là c'est pas EDF, c'est Veolia. Et Veolia a trouvé une bonne idée pour gérer cet afflux de déchets. On va étendre le site sur 15 hectares, sur une forêt qu'on va raser, et toujours en zone inondable. Donc, est-ce que quelque part, là, le débat qu'on vient d'avoir sur le nucléaire, c'est pas l'arme qui cache la forêt d'un problème plus grave, c'est que notre économie productiviste ne sait plus quoi faire de les montagnes de déchets qu'elle produit? Et ça, c'est une question fondamentale, c'est ce que j'ai appelé la société de consommation. Mais on est dans un modèle fondamentalement un modèle de gaspillage, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le business model du capitalisme libéral mondialisé repose sur le fait de produire énormément et d'externaliser le coût des destructions environnementales et des déchets, et de la matière des déchets, et, le cas échéant, enfin, c'est même pas de son traitement, parce qu'on ne les traite pas, on les entrepose, d'ailleurs, ils sont parfois, souvent pas traitables. Et d'ailleurs, il n'y a aucune réflexion, pas suffisamment de réflexion dans les process industriels sur le fait de réfléchir au fait que quand on produit un objet, l'ensemble des matières nécessaires à sa production puisse être réutilisable. Pas seulement la matière qui reste dans l'objet, mais l'ensemble des matières qui ont été nécessaires à sa production, que ça puisse être un tant soit peu réutilisable. Ce n'est pas du tout le modèle de production et de consommation qu'est le nôtre. Et d'ailleurs, de la même façon que le modèle industriel génère des tonnes de déchets, le mode de consommation qu'il suggère, j'ai envie de dire qu'il impose, et auquel nous avons recours en tant que citoyennes et citoyens, consommatrices, consommateurs, génère également énormément de déchets. C'est un point aveugle de notre modèle de société, ce rapport au gaspillage, ce rapport aux déchets que l'on produit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet pour la Normandie, qui est un peu une zone back-office. Puis en fait, quand je dis back-office, on est un peu l'endroit par où de plus en plus de logistique. C'est par là où passent les marchandises qui vont alimenter l'Île-de-France ou d'autres régions européennes, etc. C'est l'endroit où on produit encore, de moins en moins d'ailleurs, mais on produit de l'énergie, etc., pour ailleurs. Et c'est l'endroit où on nous renvoie, une fois que la consommation a été faite, les déchets. Donc il y a le cas, donc c'est à Cléon, de cette extension. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que comment on va faire une fois que ça sera plein? Si la solution, c'est il n'y aura plus de forêt. Les forêts, ça sera à la place des décharges de déchets. Enfin, on voit bien que tout ça n'est pas viable. Mais c'est aussi l'épandage. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec des bouts d'épuration qui sont, entre guillemets, réutilisés pour faire de l'épandage dans le cadre d'une agriculture industrielle et productiviste. Donc en fait, on devient des territoires où on nous avait promis une forme de modernité, de performance, de bien vivre, grâce à ce que nous apportait ce modèle de consommation et de production. Et on se rend compte qu'on est désormais une des régions qui est en première ligne dans les impacts qu'ont ces représentations et ces façons de produire. Donc la question moi je suis très attaché à ce qu'on maintienne, même qu'on fasse une reconquête industrielle, de production industrielle dans notre pays, parce que je ne suis pas non plus favorable
à ce que les productions qui demeurent en France avec, on va y revenir après, mais avec des normes qui sont appliquées, qui sont ce qu'elles sont et qui sont appliquées comme elles le sont, mais produire dans des pays où il n'y a aucune norme ou quasiment aucune, et pour le coup zéro contrôle, pour continuer à consommer de la même façon, ce n'est pas une bonne solution non plus. Donc moi, je suis pour qu'on aille vers une industrialisation, une métamorphose de l'industrie, avec une économie plus endogène qui repose sur nos consommations dans le territoire normand ou en France, et qui s'appuie sur un usage mesuré de l'espace, des matières premières. C'est pour ça qu'ici, je suis tout un travail sur ce qu'on appelle communément l'économie circulaire, mais le réusage, la réparabilité, le fait l'éco-conception des objets qu'on produit, pour avoir une réelle économie, d'ailleurs, qui générera plus d'emplois, mais infiniment moins de destruction environnementale en amont et de déchets en aval. C'est-à-dire que c'est vers ce modèle économique-là qu'il faut faire bifurquer notre région normande, et singulièrement le bassin Seine, Seine-aux-Marins, avec la Seine qui coule au milieu, parce que je pense que voilà, encore une fois, c'est un cadeau empoisonné qui a pu être fait à notre région, encore une fois, qui a permis de développer des savoir-faire et une forme de fierté ouvrière qui est réelle, qui a créé une culture citoyenne à laquelle moi je suis profondément attaché, parce que on vit dans ces endroits-là, on a grandi là, et c'est quelque chose. Voilà, Canteleu, c'est la petite Manchester avec la vallée du Cailly. J'en parlais dans un précédent podcast. Même encore aujourd'hui, alors que l'industrie textile a disparu complètement de la vallée du Cailly, a quasiment disparu de notre région, ça reste un référent culturel auquel il faut être attaché. Mais rester fidèle en réalité à cette culture de production, c'est faire évoluer notre rapport à la façon de produire. Sinon, on s'enferme dans une impasse qui va être une catastrophe pour notre économie, pour notre santé, pour les relations sociales, pour l'environnement, tout ce qu'on veut. Alors, tu parlais de la nécessité de faire bifurquer la région normande. La région normande pourrait être une terre d'énergie renouvelable. On sait qu'on a un fort potentiel en matière d'éolien, notamment. Solaire également, hein, même si ça fait souvent rigoler, mais on peut faire du solaire en Normandie. Pourtant, quand on regarde le classement, c'est l'une des dernières régions en matière de production renouvelable. C'est la dernière région aussi en matière d'économie d'énergie. Et en même temps, pour refaire dans l'air du temps macroniste, l'énergie fossile, on aime bien ça, et on soutient les entreprises d'énergie fossile, notamment Total, qui a eu 3 cadeaux incroyables de l'État en moins d'1 an. D'abord, on a autorisé un terminal méthanier, alors en respectant aucune réglementation, hein, c'est vous vous installez en un temps record, qui va importer du gaz de schiste pour assurer la sécurité énergétique, mais ils ont déjà demandé une dérogation pour exporter 50% du gaz qui va venir. Donc ce n'est pas tout à fait la sécurité énergétique. On donne aussi une subvention à Total, hein, qui a un peu de mal à finir les fins de mois, de 5 millions d'euros pour se raccorder à un réseau de chaleur. C'est bien un réseau de chaleur, mais c'est pour une raffinerie. On aide la productivité d'une raffinerie dans l'agglomération du Havre. Et à Rouen, qui a quand même connu plusieurs catastrophes, avec 2 graves incendies, Lubrizol, récemment un entrepôt, Bolloré, l'État a découvert, enfin ça fait plusieurs fois qu'ils font des rapports, que leur site de stockage de lubrifiant à Grand-Quevilly n'était pas aux normes et que s'il y avait un incendie, il pouvait devenir, dixit Ladréal, incontrôlable. Ils devaient faire les travaux en 2017. On est en 2023, ils ne sont toujours pas faits. Que fait l'État ? 4 années de plus pour être en conformité. Donc la question est, est-ce que la transition écologique de la Normandie, au-delà de ça, de la France, n'est pas conditionnée à ce qu'à un moment donné, l'État s'affirme par rapport aux grands groupes ? Sinon, s'ils continuent à dicter leurs lois, nous n'y arriverons jamais. Pour moi, là-dedans, c'est révélateur d'une double faute. Il y a la faute de ces grands groupes énergétiques qui, contrairement à ce qu'ils disent, n'initient absolument pas la reconversion de leur modèle économique. C'est-à-dire que le groupe Total continue, j'ai envie de dire, jusqu'à la dernière goutte possible à développer son modèle économique qui repose sur le fossile. C'est-à-dire qu'en fait, il reste là-dedans, alors qu'il pourrait décider, surtout qu'il fait énormément de bénéfices. Il a fait plusieurs dizaines de milliards de bénéfices. C'est un record de son histoire. Donc il pourrait choisir de réinvestir ou d'investir dans une transition de son modèle. Ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il fait très peu. Donc le Total projette de continuer à augmenter, je crois que c'est autour de 4% par an, sa production de fossiles, d'hydrocarbures. Donc ça
c'est la première faute. Et il y a une autre faute, j'ai envie de dire, qui est encore plus problématique, c'est celle que tu pointais, qui est celle de l'État. Parce que, bon, à la limite, qu'un grand groupe privé, qu'une multinationale, on peut trouver que c'est pas bien qu'elle se met son objet, il peut dire, Pouyanné, le patron de Total, qui vient d'être décoré par le président de la République, parce qu'il est vraiment exemplaire, peut dire, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, je continue à gagner de l'argent, c'est ça mon objectif. Et face à ça, en principe, qui doit intervenir pour réguler? C'est l'État. C'est l'État qui dit, ben non, il y a des règles, il y a des choses qu'on vous demande, qu'on vous impose même, par la loi, par l'investissement, par la fiscalité. Or, l'État, non seulement renonce à utiliser ces leviers, mais fait contraire. Et l'État fait des mauvais choix stratégiques. C'est l'autre problème. L'exemple du mauvais choix stratégique, c'est le terminal méthanier du Havre. Agression russe en Ukraine, crainte d'approvisionnement en gaz. La France dit, et c'est pour les Normands, on sait qu'il y avait déjà eu un projet de terminal méthanier au nord du Havre, à Antifer. Donc, en fait, quelle que soit l'actualité, on ressort des cartons. En gros, les mêmes idées. Donc, il y avait déjà l'idée de faire un terminal méthanier à cet endroit-là. Le projet avait été abandonné, pensait-on. Non, il a été remis de côté. Et quelque part, il y a eu un effet d'opportunité. C'est terrible à dire, mais il faut le dire comme ça. C'est-à-dire que l'agression russe et de Poutine en Ukraine a servi d'alibi pour relancer ce projet de terminal méthanier qui, comme tu l'as dit, ne va pas servir à l'autonomie énergétique de la France, puisqu'ils anticipent déjà, avant même qu'il soit construit, ils anticipent déjà que ce qui sera produit comme gaz sera renvoyé ailleurs. Et en plus, ils favorisent un modèle de production de gaz qui est autant, voire plus destructeur que le charbon. Parce que le gaz de schiste américain, l'empreinte carbone de faire du gaz liquéfié à partir du gaz de schiste américain, il est pire que si on le faisait à partir de charbon. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait, au nom de l'urgence pour protéger le pouvoir d'achat des gens, etc., etc. Tout ça est Total recèle quelque part ces choix stratégiques du gouvernement. Il y a la question des risques industriels, où, et moi je crois vraiment que c'est une erreur, au nom de la prétendue compétitivité de notre industrie, on tolère, on consent à une forme de laisser-faire, à la fois en ne légiférant pas suffisamment, deuxièmement en limitant les moyens de contrôle, notamment des services de la DREAL, dont tu parlais, qui sont ces services de l'État chargés notamment de la surveillance de la sécurité des risques industriels, qui est un service de l'État qui ne cesse de voir ses effectifs baisser. Donc même, d'abord, les règles sont faibles et les moyens de contrôler sont de plus en plus faibles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on arrêtait la limitation de vitesse, mais qu'en plus, on ne mettait plus de radars et de policiers au bord de la route. Donc en fait, il n'y a aucune chance pour que les gens fassent un peu attention. Et encore, les gens, peut-être qu'ils feraient attention à ne pas écraser, mais quand c'est à des groupes industriels dont on parle, il n'y a même pas la notion de morale de faire attention à quoi que ce soit. Donc ils y vont à fond sans contrôle. Puis j'ajoute qu'il y a un autre sujet auquel moi je suis très attentif parce qu'on en discutait, je me rappelle à l'époque quand il y avait un dossier, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas le développer, mais Petroplus ou d'autres. Quand on parle avec les salariés de ces entreprises, il faut avoir conscience que quand vous travaillez sur la sécurité des salariés sur ces sites, mécaniquement vous avez amélioré la sécurité en général du site. Et là aussi, sur le droit du travail, sur l'exigence qu'on avait d'avoir des carrières d'ouvriers qui connaissaient le site dans lequel ils travaillaient, où il y avait un suivi, une formation continue, des CHSCT qui fonctionnaient. Vous aviez en fait sur ces sites des gens extrêmement qualifiés, qui connaissaient leur outil de production et qui du coup le rendaient plus sûr. Ça aussi, on est en train de complètement le détruire en ayant recours à des intérimaires qui cherchent du boulot, etc., etc. Donc c'est tout l'écosystème qui permettait de garantir une industrie qui fonctionnait de façon à peu près sûre qu'on est en train de mettre à terre. Et ça aura des conséquences. Ça en a déjà eu. Tu parlais, hélas, notre métropole de Rouen a été touchée par des drames. Et hélas, il y en aura d'autres. Et donc, c'est les exemples que tu donnais. Et bien sûr, Total est devenu, et les multinationales d'ailleurs sont devenues tellement puissantes, et par rapport à ce gouvernement qui a complètement intériorisé qu'il fallait
qu'il fallait être le meilleur copain en fait des multinationales et qu'en étant bons amis, en discutant, synergie, que sais-je, en fait, comme par magie, l'intérêt collectif surgirait. En fait, c'est la grande liquidation à laquelle on a affaire. C'est-à-dire qu'on lâche complètement la bride à ces grands groupes. Le seul critère sur lequel on évalue leur performance, c'est le niveau de bénéfices qu'ils sont capables d'engranger, au détriment de tout le reste. La sécurité des riverains, la sécurité et le salaire des salariés, mais aussi une véritable vision stratégique, industrielle, économique de notre pays. Parce qu'en fait, ce n'est pas en laissant faire les multinationales par rapport à leurs intérêts à court terme qu'on construit une réelle stratégie économique. Je ne parle même pas de stratégie écologique. Je ne parle même pas de stratégie écologique. Là, c'est même pas dans leur sujet de considération. Donc c'est un drame. Et encore une fois, dans un territoire comme le nôtre, en Normandie, nous serons en première ligne des conséquences de cette inconséquence. C'est ça qui m'énerve évidemment, mais qui exige vraiment qu'il y ait une prise de conscience politique pour dire il ne s'agit pas de s'en prendre à Total comme ça de façon pavlovienne, mais c'est de rappeler qu'il y a des règles. Les règles, c'est l'intérêt général. Ils reposent sur des critères sociaux, sur des critères environnementaux. Et ce qui compte, c'est l'intérêt général en termes d'orientation économique. Et Total n'a pas le droit de se conduire, et on parle de ce que Total fait en France, mais on peut parler de ce que Total fait en Afrique sur la manière dont ils se conduisent, comme en territoire conquis. En réalité, pour ces gens, la Terre, la planète, la vie, c'est leur terrain de jeu. C'est une source de profit. Il n'y a aucune considération pour ce qui a véritablement de la valeur, c'est-à-dire la possibilité de continuer à pouvoir vivre sur notre planète. Alors on a rappelé que la Normandie est une terre d'industrie, de logistique, et on sait que 85% des marchandises sortent en camion des ports, et c'est pour ça que l'État essaie depuis 50 ans de nous fourguer l'ancêtre des projets, le mal nommé contournement Est de Rouen, qui est un bête projet d'autoroute, maintenant on l'appelle 133 134, 1 milliard d'euros, 500 hectares d'espaces naturels qui sont détruits. Alors, on est tous suspendus aux annonces de gouvernement, quelles sont les autoroutes qui continuent, quelles sont qui arrêtent, mais rappelons quand même qu'en début de mandat municipal, la métropole a dit non, on n'en veut plus, on arrête, on reprend notre argent et il faut le mettre sur le ferroviaire. Macron a en partie entendu puisqu'il a dit je veux faire des RER, 13, mais il a mis que 700 millions. Avec 700 millions, on finance 1 à 2 rames par RER, on ne va pas aller bien loin. Et cet argent serait bien utile pour le financement du ferroviaire. On a beaucoup de mal à croire dans ces engagements, mais j'ai envie de poser une question un peu provocatrice. Est-ce que le principal problème de la France en matière de transition écologique, ce n'est pas Emmanuel Macron ? Alors oui, même si la situation dans laquelle on est dans notre relation en France à la voiture, ça serait faire beaucoup d'honneur à Emmanuel Macron. C'est pas... En fait, il est dans la continuité. En réalité, c'est ça le reproche qu'on peut lui faire. Il est dans la continuité, d'ailleurs c'est pour ça que c'est effectivement un obstacle à une transformation. En fait, c'est Georges Pompidou. Il est jeune, c'est le plus jeune président de la République qu'on ait eu, de la Ve République. Je pense qu'il faut remonter à Napoléon pour avoir un chef d'État en France plus jeune que lui. Mais il est centenaire. En fait, ça pourrait être Georges Pompidou aujourd'hui qui préside la France en termes de vision, avec des défauts en plus. Mais, et notamment sur le rapport à la voiture, c'est ça. Sur le rapport au nucléaire, c'est ça. Vraiment, c'est une vision comme ça de la France très bling-bling, trente glorieuse. C'est étonnant d'ailleurs, il y a quelque chose, bref, pas psychologiser les choses à l'excès. Et donc, sur la question de, quand il dit il aime la bagnole, alors c'est drôle parce qu'à l'époque de Pompidou, il y avait un écologiste fameux qui s'appelle André Gorz, qui avait écrit un texte que j'invite les gens à regarder, il est trouvable sur Internet, il est assez court, sur l'idéologie de la bagnole. Ça s'appelle comme ça, l'idéologie de la bagnole, et donc qui est très différent de la bagnole, moi je l'adore, et qui explique, d'ailleurs avec une extra-lucidité incroyable, sur ce que ça implique l'usage de la voiture. Le fait qu'à l'époque, quand Gorz écrit, il y a encore l'illusion de la voiture, symbole de liberté. C'était moins cher, on en avait moins besoin, paradoxalement, parce qu'en réalité, le prix de litre d'essence en 2023 est, par rapport au SMIC, plutôt moins cher que le prix de pétrole pour mettre dans la voiture dans les années 70. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça nous coûte plus cher aujourd'hui le pétrole? Parce que la distance que nous sommes obligés de faire chaque jour avec notre voiture a augmenté. Parce qu'au fur et à mesure, c'est ça l'idéologie de la bagnole, c'était la bagnole, je l'adore, c'est en fait votre autonomie va être garantie par votre automobile.
On vous retire des services publics, vous aurez votre voiture. On vous sort des centres-villes, on vous fait habiter en périurbain, vous aurez votre voiture. Vous avez un travail qui est de plus en plus loin que de l'endroit où vous habitez, vous aurez votre voiture. Il n'y a plus d'activité pour les gosses à côté de là où vous habitez, c'est pas grave, vous l'emmènerez en voiture. Et donc depuis 50 ans, on a, et c'est un choix politique, on a stratégisé, et notamment en France, on a stratégisé un surusage de la voiture, ou plus exactement le fait qu'on a utilisé la voiture comme le navire amiral du déménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a repensé le territoire et l'aménagement du territoire de notre pays en fonction du fait que tout le monde aurait une voiture et pourrait faire 30, 40, 50 km, 100 km par jour avec. Et c'est ça la France dont on hérite de ces années-là. Et là, par rapport à ce que tu dis, Macron, il aurait dû dire « ça a été une impasse ». Et pour des raisons écologiques, mais pour des raisons de pouvoir d'achat, une bagnole, c'est entre 500 et 600 euros en moyenne par mois. Donc si on aide un foyer qui a 2 voitures à pouvoir faire en sorte d'en avoir plus qu'une, voire ne plus en avoir du tout, une voiture en moins, c'est 6 000 euros par an. C'est un 13e, un 14e, un 15e mois par rapport au revenu médian. C'est colossal en réalité. Et s'il y a des impacts écologiques, etc., etc. Donc la stratégie qu'aurait dû être celle d'Erol, c'est comment on fait petit à petit, parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas défaire en un an ce qui a été fait et construit en 50 ans. C'est comment on se désintoxique de la voiture. Et lui, le message qu'il donne, c'est le message contraire, c'est la bagnole, moi je l'adore. En fait, c'est un non-sens de dire ça. Il ne s'agit pas d'aimer jouer aux petites voitures. On peut avoir de l'affection pour la voiture, on peut bien aimer Cars, on peut bien aimer les voitures, je sais pas quoi, enfin les Mustangs ou regarder les voitures de course à la télé. Moi, c'est pas mon truc, mais c'est pas ça la question. La question, elle est politique. C'est pas une affection à l'objet voiture. C'est la question, elle est politique. Or, la voiture est un calvaire, est une prison pour des millions et des millions de Françaises et de Français qui en sont dépendants et à qui ça coûte une fortune. C'est drôle parce qu'à Rouen, dans les années 70, il y a eu la première rue piétonne de France. C'est la rue du Gros Horloge, pour ceux qui connaissent, qui est une très belle rue. Et il faut savoir que d'ailleurs quand on y va aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais c'est une rue, on passe en voiture jusqu'en 76, 77, je ne sais plus la date exacte. C'est un ancien maire de Rouen, qui s'appelle Monsieur Le Canuet, les plus anciens le connaissent. Et Le Canuet, à la fois, il avait fait la rue piétonne, qui n'est pas une très grande rue piétonne, mais bon quand même, qui est de la rue du Gros Horloge, et c'est en même temps lui qui avait fait venir toutes les autoroutes en cœur de ville. C'est-à-dire que cette contradiction aujourd'hui que tu décris chez Macron, qui à la fois dit « Make our planet great again », j'ai une vision écologique, je vais faire la planification écologique, et en même temps j'adore la bagnole, c'est exactement la vision des décideurs politiques des années 70. C'est en ça que son truc ne peut pas marcher. Or, des années 70 à aujourd'hui, c'est la plus grande période d'accélération du rejet de gaz à effet de serre. C'est le moment où il y a une explosion exponentielle de la destruction de l'environnement. Or, sa représentation, sa carte mentale de comment il faut organiser le paysage, c'est celle des dirigeants qui ont pris les décisions dont on paye les conséquences aujourd'hui, il y a 50 ans. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement fou. Et dans notre région, alors, au moment où nous sommes en train de parler, là tout de suite, Cyril, nous ne savons pas ce qu'il en sera du projet d'autoroute à l'est de Rouen, mais on espère évidemment que ce projet, qu'à mon âge, c'était un projet qui date de 73, il est un peu plus vieux que moi je suis 74, mais oui, qui a plus de 50 ans, et qui est présenté comme la condition pour que notre territoire soit moderne. Enfin, c'est complètement bref, absurde. Et donc là, on attend cette décision. Et effectivement, derrière ce projet de nouvelle autoroute, il y a des intérêts. Il y a des aménageurs, il y a du payage avec un délégataire de cette autoroute qui va gagner de l'argent. Encore une fois, quand on explique grâce à cette autoroute, vous allez être libéré, non, en tant qu'automobiliste, non, avec cette autoroute, vous allez payer plus. Vous trouvez que votre voiture vous coûte cher, on vous organise une route pour qu'elle vous coûte encore plus cher. 160 euros par mois. 160 euros par mois, c'est... alors, tu es vice-président à la métropole de Rouen, donc c'est combien l'abonnement pour le transport commun ? Tu payes à peu près 25-30 euros, selon la situation. Hein. Voilà, donc en fait, c'est pour 4 fois moins cher, 5 fois moins cher, on a un abonnement
open bar de transport en commun sur la métro. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas prendre les transports en commun. Pour des gens, la voiture, c'est obligatoire, etc., etc. Mais pour les gens qui sont obligés de prendre la voiture, c'est le meilleur service qu'on a à leur rendre de leur faire une route payante. Non, la réponse est non. Mais il y a des intérêts derrière. Et l'autre intérêt qu'il y a derrière, quand vous faites une route, vous faites de l'aménagement, de la maîtrise foncière. À quoi ça sert une route aussi? C'est qu'autour des échangeurs et des sorties de votre autoroute, vous faites de la maîtrise foncière. Vous faites des terrains qui étaient des terres agricoles que vous transformez en terres constructibles. Et donc des gens vont gagner beaucoup d'argent, des terres agricoles vont disparaître, vous allez favoriser l'étalement urbain, le contraire de ce que tout le monde, à peu près, convient qu'il faut arrêter de faire. Donc ça, vraiment, c'est plus possible. Et bien sûr, ça se fait au détriment des transports collectifs et des besoins, des dessertes de trains locales. Il y a, depuis des années, on parle, c'est un grand débat, mais d'une nouvelle gare à Rouen avec un franchissement supplémentaire de la Seine, bref, pour améliorer les dessertes entre Rouen, Le Havre, Rouen et Paris, mais ce qui permet aussi de libérer des sillons et de la capacité d'accueil dans les gares pour d'autres dessertes intra-régionales. Donc ce n'est pas qu'une affaire de relations, même si c'est important de pouvoir aller rapidement à Paris pour ceux qui le souhaitent. Il y a aussi tout l'enjeu, c'est pas que ça, c'est tout l'enjeu des liaisons à l'intérieur de la Normandie. Tout ça est complètement laissé de côté. Et ça, c'est pour les passagers. Mais il y a toute la question également aussi du fret. En fait, la question des infrastructures, elle structure une société. Quand vous construisez une autoroute, ça ne génère pas les mêmes, ça paraît évident de le dire, usages que si vous vous construisez une piste cyclable. Sur une piste cyclable, vous ne roulez pas à 130 km/h. Sur une autoroute, vous ne roulez pas en vélo. Voilà. Donc le choix politique de dire « je construis cette infrastructure plutôt qu'une autre », elle détermine nos façons de vivre. Ce n'est pas vrai que c'est le citoyen tout seul dans son coin qui peut décider d'avoir une vie plus sobre, etc. etc. Alors, on arrive au terme de ce podcast. On a tissé un portrait pas très élogieux de la Normandie, mais ça reste une belle région. Donc peut-être qu'en guise de conclusion, tu veux peut-être recorriger un peu le tir, nous dire en quoi la Normandie est belle et qu'est-ce que tu en attends. Et je l'ai dit un peu en introduction. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire normand, il a des opportunités incroyables. D'abord, sa diversité naturelle qui subsiste malgré le modèle dont on a parlé pendant cette émission, pendant ce podcast, qui subsiste. On le voit avec des exemples d'économie coopérative, avec une agriculture différente qui arrive à exister, avec son littoral. On parle souvent de l'axe Seine, mais le littoral normand, c'est aussi une opportunité, pas seulement de tourisme, aussi de tourisme, mais aussi de capacité économique. Et puis, les Normandes et les Normands sont des gens, je le dis en souriant, mais très sympathiques, et qui ont une résilience. Et puis, alors, au premier abord, c'est pas toujours simple, mais une fois que vous avez créé du lien, c'est des gens avec qui vous pouvez, sur la fidélité desquels vous pouvez compter pendant longtemps. Et puis, la Normandie, c'est aussi une marque, c'est une appellation qui est une des plus connues du monde, du fait du débarquement, de notre histoire. Et c'est quelque chose aussi qu'on doit mettre en valeur, y compris pour des débouchés économiques.